BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. J'espère que vous passez un bon début de semaine. En tout cas, il y en a qui vont mieux, ce sont les NFT. Beaucoup les annonçaient morts, mais visiblement, ça repart. Pour en parler, nous sommes avec John Karp. Bonjour John. Bonjour Amaury. Vous êtes fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. On parlera aussi, on prendra des nouvelles de Binance avec Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Journaliste BFM Crypto. Ça nous donnera aussi l'occasion de parler d'une des déclarations de Christine Lagarde qui a dit qu'un de ses fils aurait perdu 60% de ses investissements en crypto. On prendra des nouvelles d'ailleurs pour le coup de l'euro numérique. Je crains que ça n'ait pas beaucoup bougé, mais on verra ça. Et une bonne nouvelle en France, la plateforme française Walsio, spécialisée dans la fiscalité crypto, lève 1,8 million d'euros. Mais d'abord, on part tout de suite faire un tour sur les marchés avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Qui nous fait l'honneur de sa présence en plateau aujourd'hui. C'est un plaisir Alexandre. Mais le Bitcoin est dans le rouge en ce lundi matin. Ça saigne un petit peu. Presque, on n'est pas loin des moins 2% aujourd'hui. On est actuellement autour des 36 800 $, Alexandre. Oui. On regarde le Bitcoin sous l'aspect ou sous l'influence des taux américains, parce qu'on sait que ça a beaucoup joué. Si on revient un petit peu en arrière, pas si loin que ça, mais on se souvient de toute la phase de chute qui avait commencé fin 2021, une partie de 2021, puis jusqu'en 2022. C'était fait dans un environnement où les taux américains passaient de 0 à plus de 5% récemment. On a vu que le Bitcoin avait redécollé pour plein de raisons, la question des ETF, la question de la valeur refuge aussi, au début de la crise au Proche-Orient, comme l'or, c'est un actif qui avait accéléré. Et il y a un troisième thème qui s'est mis en route à ce moment-là, c'était la petite détente des taux américains, qui était même assez marquée, 30-40 points de base, et qui avait plus aux actifs à risque, pas seulement le Bitcoin, mais le Bitcoin, quand on compare à tous les autres actifs à risque, les valeurs IPO, les SPAC, ça fait véhicule d'investissement un peu spéculatif, les valeurs les plus shortées aussi, qu'on retrouve dans le fonds, par exemple le fonds ARK de Cathie Wood. On voyait des réactions dans le dégonflement de la bulle post-Covid, la corrélation était parfaite entre ces actifs. Et ensuite, le Bitcoin s'est détaché par rapport à les thématiques qui lui sont propres, alors que d'autres actifs spéculatifs restaient un petit peu en bas de zone. Et puis, les actifs spéculatifs se sont redressés depuis quelques jours parce que les taux américains baissent. Sauf que ça ne plaît pas trop aux membres de la Fed et de la BCE. On a vu que la semaine dernière, plein de speakers, près une dizaine, sont tous exprimés sur le thème « Attention, le combat contre l'inflation n'est pas gagné, le chemin est encore long, la probabilité d'avoir une hausse de taux, et même que d'avoir une baisse de taux. » Ça leur a pas plu que les marchés repartent un petit peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce qu'en fait, quand les taux se détendent, tout de suite, tout reprend de la valeur, les actifs à risque. Quand je dis à risque, les actions aussi, on parle vraiment, c'est le terme générique pour dire les actifs, Bitcoin, actions ou autres, ça reprend de la valeur. Sauf que si à un moment donné, le sentiment se détend trop sur les marchés, ça peut freiner la lutte en fait contre l'inflation de la Banque Centrale Européenne et de la Fed. Et donc, il nous renvoie des messages comme ça pour que le marché obligataire, pour que les taux se retendent un petit peu. Et on l'a vu la semaine dernière, ça a repris 15 points de base quand même. Et on a vu les cryptos avoir du mal à franchir, notamment le Bitcoin, la zone des 38 000. Donc, je pense qu'on est en plein dans ce thème actuellement. Je vois pas comment il serait évacué tout de suite, si vous voulez. Il y a les chiffres d'inflation en zone euro, c'est jeudi, ça va être très très important. Mais d'ici là, si les taux ne retombent pas, il n'y a pas de raison que Bitcoin reparte à 39, 40 ou autre. Donc, je pense qu'il y a une phase qu'il faut respecter, qui est une phase de consolidation. On peut osciller comme ça entre 38, 34, 33. Il ne faut pas la voir comme une phase dangereuse, une phase de renoncement, mais c'est une phase où, encore une fois, les thèmes positifs ont quand même été pas mal consommés, il faut les digérer, et le rebond des taux participe à cette digestion. Et je pense que ce rebond des taux, il va encore nous maintenir un petit peu dans cette phase-là pendant quelques temps. Donc la stratégie reste la même. Toute phase de repli un peu prononcée, c'est plutôt buy the dip qu'il faut appliquer comme stratégie. C'est pas sell the top et autres. C'est tout creux et achetable. La direction, ça reste toujours 42 000 et 52 000, notamment sur un horizon plus lointain, qu'un horizon à 8 mois, 12 mois, mais qu'un horizon de détente des taux, de pivot des banques centrales, et ça boostera les actifs crypto. Bon, donc pour résumer, il n'y aura pas forcément de Père Noël Bitcoin. Il y aurait a priori assez peu de chances d'avoir un rallye haussier sur le Bitcoin à Noël à cause de ces histoires de taux. On peut l'avoir si par exemple vous avez, par exemple jeudi, des super chiffres d'inflation en zone euro qui baissent beaucoup plus fortement que prévu, que les taux se détendent là à juste raison, vous pouvez avoir des réactions sur les cryptos qui iront dans ce sens-là. Donc je dis qu'aujourd'hui il y a quand même un risque à ne pas être dans le marché crypto, ça c'est très clair, le risque de rater les rallyes, mais considérer que parce qu'on est passé d'une zone de 25 à 38 en quasi ligne droite, ça va se reproduire de 38 à 52, là je pense qu'il ne faut pas être en besogne parce qu'encore une fois ça reste des actifs sensibles au taux réel notamment, et ces taux, il n'y a pas de raison si vous voulez dans l'environnement actuel qui se détendent massivement. Ils peuvent plafonner, ce qu'ils font depuis quelques temps, ils peuvent refluer un peu ce qu'on a vu depuis une quinzaine de jours, mais il n'y a pas de raison fondamentale pour que les taux se replient très très fortement dès à présent. Pour ça il faut des messages de banque centrale qui abondent dans le sens du oui,
l'inflation, ça y est, on va vers les 2%. Oui, on va commencer à réfléchir aux baisses de taux. Actuellement, le message, c'est pas celui-ci, c'est le message, on laisse les taux élevés, on les remontera peut-être plus, mais on va les laisser élevés pendant plusieurs mois. Donc, tout en manageant bien votre risque, vous pouvez potentiellement acheter un petit peu en ce moment. Ça peut être une zone d'achat. Voilà, en tout cas, d'après Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci beaucoup, Alexandre. On vous retrouve dans quelques minutes pour commenter l'évolution des marchés traditionnels dans BFM Bourse. Voilà, à partir de 15h35. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée. Merci. Tout à l'heure à l'antenne pour ceux qui vont suivre tout ça. John, comment est-ce que les NFT vont mieux? Est-ce que ça va mieux pour les raisons qu'a cité Alexandre, ou alors ça n'a rien à voir? Parce qu'on voit que le marché crypto a repris, le Bitcoin plus 125% en un an, par rapport, il y a un an on était autour des 16 000, là on est autour des 37 000. Il y a un petit retard sur le marché des NFT, mais qui commence à être rattrapé. Comment l'expliquer? Je pense qu'en effet, Amaury, il y a une corrélation, effectivement, entre le marché crypto et le marché NFT. Donc déjà, les prises de profit potentielles ou l'enrichissement latent qui est fait par les investisseurs crypto se répercute aussi, finalement, sur le marché des NFT, parce que, comme on l'a vu d'ailleurs sur le marché crypto, depuis le début de l'année, depuis janvier pratiquement, on avait quand même une hausse sensible qui arrivait petit à petit, gentiment, mais malgré tout, pendant cette phase-là, la plupart des NFT, des grands NFT ou des blue chips, en tout cas, leur valeur s'est multipliée par 2 par rapport à leur plus bas historique. C'est le cas par exemple des CryptoPunk qui avaient tapé les $50 000 en début d'année, il y a pratiquement un an, qui aujourd'hui, le floor, le minimum, c'est 120 000, voire 130 000 $. Même les fameux Bored Ape, qui était un peu décrié, en effet, qui à un moment donné, en effet, flirtait aussi avec les 30 000 $, le floor aujourd'hui a été multiplié par 2. Donc il y a clairement une forme de corrélation, mais pas seulement. Pas seulement, il y a d'autres choses, il y a d'autres principes qui sont en train de se mettre en place. Lesquels, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut suivre? C'est quoi? Il y a des tendances qu'on peut anticiper, John? Alors, en fait, d'un point de vue strictement marché, en effet, on voit quand même que ces fameux profile pictures, ces PFP qui étaient assez décriés et qui valaient plus rien il y a 2 mois, en fait, sont toujours très actifs. Ils représentent des volumes assez importants. A contrario, les métaverses, qui étaient l'achat de laine dans les métaverses, partent d'un peu plus loin, et donc il y a un retard. Le décollage des métaverses n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que les lends sur les 2 derniers mois, autant sur les PFP, on a des augmentations même sur les 2 derniers mois de 20 à 50%, que ce soit les Pudgy Penguins, les Doodles, les CryptoPunk, les Ape, autant sur les lends de métaverses, ça reste assez stable. Et comment on l'explique ça? C'est parce qu'il y a historiquement, c'est toujours un peu en décalé, il y a toujours un retard, ou alors c'est autre chose, c'est une autre narrative disons que pour qui est moins populaire. Je pense que le marché croit plus pour l'instant dans ces PFP que sur les laines de métaverse. Mais ça peut évoluer en fonction des nouvelles news qui sont annoncées l'année prochaine. De la même manière, l'art qui s'était bien rattrapé là est plutôt stable, on va dire. C'est-à-dire que l'art n'avait pas connu un vrai bear market. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'écroulement finalement des valeurs artistiques ou sur les grands artistes. Et donc là, il n'y a pas de rattrapage du coup qui est fait par l'art. L'art continue à être plutôt stable en montant tranquillement. Par contre, il y a des nouvelles tendances. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Quelles tendances pourraient plutôt bien performer là dans les semaines et mois qui viennent? Quelque chose en fait. Alors il y a un chiffre qui est assez important, c'est que les NFT traditionnellement sont dans le monde Ethereum. La deuxième blockchain, c'était le monde Solana. Mais là, il s'est passé quelque chose depuis un an, c'est l'apparition des NFT sous Bitcoin, dit les Ordinals. Qui ont fait beaucoup parler. Et en fait, beaucoup de gens pensaient que c'était juste quelque chose d'éphémère et qui étaient assez sceptiques sur le sujet, parce que je vais pas rentrer dans la technique, mais ils détournent en fait l'usage de Bitcoin en utilisant, voilà. D'ailleurs, on parle pas techniquement de NFT sur Bitcoin. Exactement. C'est quoi on parle d'Ordinals. Voilà, c'est ça qu'il faut Donc ça veut dire, c'est une inscription, un commentaire finalement, qui est attaché à un centime de Bitcoin qu'on appelle les Satoshi. Et dans cette inscription, on va mettre une image, une information, un commentaire qui correspond à une sorte de NFT sans être techniquement un NFT. Et comment on peut expliquer que ça prenne, ou en tout cas que ça puisse continuer? Alors déjà, ce qui est important, c'est que la semaine dernière, les volumes de transactions sur les Ordinals, sur le Bitcoin en général, sont plus importants. Il y a certains jours où ils étaient plus importants que sur Ethereum. Et ça, c'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Et donc c'est grâce à ces Ordinals qui sont vraiment maintenant inscrits dans le paysage. Et pourquoi on s'y attache?
parce que Bitcoin reste malgré tout la mère des crypto-monnaies. Et donc les gens qui pensent à des NFT ou à des images sur Bitcoin se disent ils vont avoir une persistance à l'infini parce qu'il y a une confiance dans le Bitcoin en effet. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de technologies qui se sont développées depuis 1 an, depuis l'apparition de ces ordinals. Donc maintenant il y a des NFT, il y a même l'équivalent de ERC20, des crypto-monnaies qui sont dérivées du Bitcoin, qui s'inscrivent dedans. Il y a la plus grande plateforme, une plateforme très importante qui s'appelle Magic Eden, qui était la plus grande plateforme sur Solana à l'époque, qui maintenant aussi permet d'acheter et de vendre des ordinals. Donc il y a un écosystème qui s'est développé, ça devient plus facile techniquement de les acheter et de les vendre, et donc il y a une émergence de ces ordinals. Et est-ce qu'il y a d'autres tendances, John, qui pourraient, en plus des ordinals, qui pourraient être porteuses pour la suite? On voit, il y a je vais en citer 2, mais il y en a beaucoup d'autres. Les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les social-fi. Alors là, on est un peu sur du gambling, un peu pour certaines d'entre elles. Il y en a une qui a explosé l'été dernier qui s'appelait Friendstech, où vous pouvez tout simplement tokeniser votre personne. Et donc, les gens peuvent acheter une partie de votre compte, finalement, pour pouvoir accéder à votre contenu. Et donc, il y a de la spéculation qui va se faire. Donc, Amaury peut créer un compte sur Friendstech et les gens pourraient acheter une parcelle, ce qu'on appelle une clé, finalement, du token Amaury pour pouvoir accéder à son contenu, à ses groupes, à sa communauté finalement. Et donc là, il y a eu pas mal, il y a eu pas mal de spéculations, mais derrière, il y a beaucoup de questionnements sur la valorisation, la monétisation des réseaux sociaux. On sait que dans le monde du Web 2, Elon Musk et Twitter rémunèrent maintenant les éditeurs de contenu, les générateurs de contenu. Et donc dans le monde du Web 3, il y a pas mal de réseaux. En ce moment, il y a FriendsPet, qui est un mélange entre un réseau social, un Tamagotchi, un système de Tamagotchi qui marche plutôt bien. Après, c'est des choses, il faut faire attention, il y a beaucoup de spéculation en ce moment, ça peut être assez éphémère. La deuxième tendance, c'est le gaming. Il y a beaucoup d'annonces dans l'univers du gaming et on voit que tous les assets gaming en ce moment sont assez inflammables. On a un petit air 2021 sur le gaming, ça veut dire qu'il y a des fois 10, des fois 50, des fois 100 qui ont lieu en ce moment sur des tokens, et donc évidemment, il faut faire attention. Et là, évidemment, faut faire justement. Je comprends aussi qu'il faut, la prudence de certains propos dans ce domaine, parce que on peut retrouver certains travers. Et avant de prendre des nouvelles de Binance avec Pauline dans quelques instants, est-ce qu'il y a d'autres signes, d'autres data, d'autres indices qui nous indiquent que ça repart, que quelque chose se passe? Il y a des signaux faibles assez importants. Enfin, moi, j'ai vu vraiment. En fait, j'aime bien regarder les news. Et en fait, il y a toujours des grappes de news positives ou négatives. Pendant 1 an, on a eu un narratif de news très négatif. Le procès SBF, la SEC, tout cet environnement. Là, beaucoup de news, d'annonces qui reviennent. Donc dans le gaming, le studio de Final Fantasy qui va lancer la semaine prochaine ses premières NFT pour son jeu NFT. On a énormément de marques qui les 2 derniers mois ont fait des annonces, que ça soit dans l'univers LVMH, la Française des Jeux, Walmart qui vend des Pudgy Penguin, Michelin qui a lancé sa collection NFT. Enfin, il y a beaucoup de choses, alors que des acteurs qui à la base on se posait des questions sur ce qu'ils allaient faire ou pas, qui se mettre dans ce domaine. Et de la même manière, dans le monde du gaming, Sony, Microsoft, on a vu qu'ils ont déposé des brevets liés au sujet aussi. Donc il faut surveiller la communication. C'est intéressant, John, parce que quand vous étiez venu pour la première fois de cette saison dans l'émission, vous nous aviez dit « Ah, j'étais sur la plage ». Et j'ai vu des gens, je crois, qui lisaient des journaux, bref, de la presse, qui annonçaient la mort des NFT. Et là, vous nous aviez dit à l'époque, il y a des chances qu'on soit au niveau pas si mort que ça. Et finalement, vous avez peut-être raison, effectivement, vu qu'on voit. On va voir. Après, alors tout n'est pas fait, mais en tout cas, là, il y a ça repart. Mais je pense qu'il y a une corrélation aussi avec les cryptos, c'est-à-dire que c'est fort probable que les 2-3 prochains mois, ça se calme. Mais en effet, en tout cas, il y a un certain optimisme pour l'année 2024. Pauline, c'est l'affaire qui a secoué Binance la semaine dernière. La plateforme a été placée sous tutelle aux États-Unis. Quelles sont les dernières nouvelles, tout simplement les nouvelles les plus fraîches? Alors, les dernières nouvelles, ça concerne surtout son ex-patron, donc Changpeng Zhao, surnommé CZ, qui en fait n'a plus le droit de quitter les États-Unis avant fin février, puisque ça sera la date, le 23 février plus précisément, qu'il connaîtra notamment la peine qu'il encourt. On le rappelle, effectivement, la semaine dernière, CZ a plaidé coupable de violation des lois américaines et de blanchiment d'argent devant la justice américaine. C'était dans le cadre d'un accord entre Binance et le département américain de la justice. Et
Il a payé 175 millions de dollars pour pouvoir être libéré sous caution, mais en fait, du coup, il est libéré, mais il reste aux États-Unis parce que les autorités américaines craignent en fait qu'il puisse fuir le pays avant même d'être condamné. Et ce qui fait que c'est une situation un peu compliquée pour lui, en tout cas selon son avocat, qui explique qu'il aimerait bien retourner aux Émirats Arabes Unis, là où il a en fait sa famille, sa femme et ses 3 enfants. Et son avocat explique clairement qu'il n'a pas de vocation de fuir les États-Unis. Pour l'instant, il doit rester jusqu'à quand aux États-Unis Il doit rester jusqu'au 23 février prochain, donc c'est quand même plusieurs mois d'attente, date à laquelle il connaîtra notamment la peine qu'il encourt. On sait qu'il va probablement c'est 18 mois à peu près de prison qu'il risquerait potentiellement 18 mois. Alors maintenant, on est passé sur 18 mois de prison. La semaine dernière, on pensait plus à une peine de 10 ans de prison qui a été réduite visiblement à, comme tu dis, 18 mois de prison. Et la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que Binance peut survivre sans CZ avec tout ce qui se passe là en ce moment ? C'est vrai que c'est quand même une large question parce que la semaine dernière, évidemment, les bouleversements qu'a pu connaître Binance ont entraîné quand même la plateforme dans quelques turbulences. Il y a eu à peu près 2 milliards quand même de dollars de crypto-monnaies qui ont été retirés de la plateforme, donc ce qui prouve quand même que les utilisateurs ont eu un peu peur dans ce contexte. C'est vrai que le patron emblématique qui était Changpeng Zhao, donc CZ, il a porté évidemment beaucoup de choses à Binance et aussi à sa communauté. Les utilisateurs, l'aimaient aussi beaucoup parce qu'il était présent sur les réseaux, à des événements, de nombreuses occasions. Et pour l'instant, son remplaçant, donc Richard Teng, qui a quand même 30 ans d'expérience dans la finance, dans la réglementation, dans les cryptos, il peine évidemment à se faire une place et à imposer vraiment Binance comme toujours ce leader des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Voilà donc Richard Teng qui est dit pro-régulation et en tout cas la première stratégie de Changpeng Zhao était dite un peu par certains stratégie pirate qui privilégiait le business, sachant que le contexte réglementaire n'était pas clair aux États-Unis et d'ailleurs il ne l'est toujours pas tellement plus. John, une réaction ? En fait, je suis très optimiste aujourd'hui, donc je reste un petit peu. Pour moi, je classerais tout ça plutôt dans le groupe des news positives, en fait, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on a un acteur qui était justement un acteur de référence, mais plutôt pirate dans l'esprit, qui accepte de payer ses contraventions, on va dire, ces lourdes amendes aux États-Unis. 4,3 milliards de dollars, on le rappelle. 4,3 milliards de dollars, c'est à la fois monstrueux et à la fois ils peuvent se le permettre. Et en effet, alors je ne sais pas si Binance va rester le leader, ça c'est une vraie question, mais en tout cas au niveau de l'industrie, pour moi c'est juste le fait qu'il s'institutionnalise. Toutes nos banques françaises ont connu ce baptême du feu de la lourde amende américaine. Et finalement, pour moi, ils se bancarisent, on va dire, tout simplement. Et donc, le fait qu'ils payent leur amende, qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils s'inscrivent dans une démarche, justement, réglementaire, est plutôt bon pour moi, pour l'écosystème. Et Pauline, d'ailleurs, une autre news positive, c'est la plateforme, on l'a dit tout à l'heure, la plateforme française Walsio, spécialisée, du coup, dans la fiscalité des cryptos. D'ailleurs, je crois qu'on a quelqu'un sur ce plateau, John, je crois, qui a utilisé la plateforme, tu pourras nous en parler, qui lève 1,8 million d'euros. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, je rappelle juste en 2 mots ce qu'est Waltio. Waltio, c'est donc une plateforme qui aide vraiment à la déclaration de revenus, qui a été fondée en 2019 notamment par Pierre Morisot et qui revendique à l'heure actuelle 25 000 utilisateurs actifs, dont visiblement vous faites partie. Alors, il y a qui dans les investisseurs de Waltio, parce qu'en plus, c'est sa première levée de fonds, donc c'est assez intéressant de le souligner. On retrouve notamment Owen Simonin, qui vient évidemment souvent sur les plateaux. Aussi, et Pierre Morisot aussi vient dans cette émission régulièrement. Il en parlera peut-être à une prochaine occasion. Owen Simonin, donc, qui est aussi youtubeur connu sous le nom de Asher. Il y a aussi Julien Bouteloup, qui est fondateur de Stake Capital. Et il y a même une banque française, le Crédit Agricole Capital Développement, qui a mis quelques fonds dans cette levée. Que va faire Waltio de ces 1,8 million d'euros ?
Ils n'ont pas été super clairs dans leur communiqué, mais ils parlent quand même de diversifier leur offre, de vouloir s'étendre en Europe parce que principalement les clients aujourd'hui sont français et de renforcer leur technologie et leur infrastructure parce que c'est vrai que Waltio s'attache clairement à un sujet très casse-tête pour les détenteurs de crypto-monnaies. C'est vraiment cette déclaration des plus-values qui doit se faire évidemment chaque année à une période précise et c'est très compliqué pour un utilisateur et notamment particulier de pouvoir le faire lui-même, surtout s'il fait beaucoup de mouvements d'achat, de vente de crypto-monnaies et qu'il engrange des gains. Ils ont recours souvent à des plateformes comme Waltio ou à des avocats fiscalistes. Voilà. Et on l'a vu la semaine dernière, il y a des débats qui ont débuté au Sénat pour savoir s'il fallait taxer ou non les revenus de stacking et de mining. Et John, au niveau des NFT, comment on en est où de la fiscalité des NFT? Maxence, ça repart, il y en a peut-être que ça peut intéresser. La fiscalité pour l'instant des NFT, c'est la même. En fait, c'est un crypto-actif. Techniquement, aujourd'hui, au niveau français, un NFT est un crypto-actif comme un autre. Donc c'est la flat tax. C'est la flat tax qui s'applique uniquement au moment d'ailleurs où on revend, on échange ces NFT contre des euros sonnants et trébuchants finalement. Donc au moment du passage en fiat. Après, il y a des discussions d'ailleurs à un moment donné pour éventuellement appliquer un taux d'imposition qui soit lié au sous-jacent. Ça veut dire, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est plutôt un actif dans une société? Et donc là, potentiellement, des taux différents, mais ça a un casse-tête qui va être assez compliqué quand il va se mettre en place. Donc je pense que c'est plus des discussions pour l'instant que des vrais projets de loi. Mais pour revenir à Waltio, c'est intéressant en effet. Enfin, vous avez... En fait, ce qui est génial, c'est que grâce à la blockchain, toute la donnée est on-chain. Donc à partir du moment où je vais sur Waltio pour l'utiliser, je déclare mes wallets. Donc je dis, j'ai ce wallet Binance, ce wallet qui est sur un Ledger ou ce MetaMask, enfin mes différents wallets. Et automatiquement, en allant chercher la donnée, ça va me sortir simplement mes revenus potentiellement et les impôts que je dois payer. Et moi, je fais partie de ces gens qui suis très content grâce au gouvernement français d'avoir les impôts en ligne qui me disent exactement combien je dois payer en fonction de mon salaire. Donc c'est un peu ce genre de... grâce à la donnée on-chain, Waltio va reproduire finalement cette simplification qui, à mon avis, est nécessaire pour beaucoup d'utilisateurs. Pauline, rapidement, on peut parler un peu de ces déclarations en fin de semaine dernière de Christine Lagarde, qui aurait dit que son fils aurait perdu 60% de ses investissements en crypto. C'est quoi? C'est un pitacle supplémentaire à cet écosystème? Comment est-ce qu'il faut le voir? C'est sûr que prendre un exemple concret, c'est parfois, en tout cas de la vie personnelle de Christine Lagarde, c'est parfois plus parlant qu'une étude anti-crypto. Et effectivement, donc l'un de ses fils, l'identité de son fils n'a pas été révélée, mais a donc perdu, alors pas beaucoup d'argent, mais il a quand même perdu 60% de sa mise de départ dans les crypto-monnaies. Et du coup, Christine Lagarde en a profité pour dire que, je la cite, elle avait raison de lui avoir dit que c'était à ses risques et périls d'investir dans les crypto-monnaies parce qu'effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent si on les voit comme de la spéculation, mais aussi on peut en perdre. Et donc, c'est vrai qu'elle a donné cette anecdote devant des étudiants à Francfort pour expliquer quand même les risques toujours associés à la vente et l'achat de crypto-monnaies. Bon, et bien peut-être que la prochaine fois, elle nous dira que son fils a acheté des NFT. Et justement, c'est un peu la news positive, c'est que dans 3 ans, quand son fils aura fait des profits, elle sera peut-être pro-crypto à ce moment-là. C'est pour ça, faut pas qu'ils vendent tout de suite. Alors on verra ça. C'est bien, c'est un sujet de discussion en famille aussi. Donc... Voilà, c'est ça. Mais il faut rappeler que le Bitcoin, si pour l'instant, si on avait à n'importe quel moment, si on avait acheté du Bitcoin, si on l'avait conservé 4 ans, on aurait fait au pire plus 142% de plus-value. Maintenant, évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Merci beaucoup, Pauline Hernandez, journaliste BFM Crypto, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, votre newsletter qui sort tous les lundis à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. John Cart, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Merci d'avoir été avec nous. John, vous revenez très bientôt nous parler de NFT. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée et à demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.